Il y a un an, le régime de Bachar el-Assad tombait, renversé en quelques jours par des groupes armés avec à leur tête Ahmed el-Shara, nouvel homme fort de la Syrie depuis un an. Alors, un an après, qu'est-ce qui a changé? Ce dirigeant suscite-t-il l'espoir de son peuple? Peut-il sortir la Syrie de sa situation? On va en parler tout de suite avec Georges Malbruno. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Déjà, une première question. À quoi ressemble la Syrie un an après la chute de Bachar el-Assad? La Syrie n'a pas fondamentalement changé, hein. Si ce n'est que les langues, évidemment, se délient. Et c'est le grand acquis de cette première année, c'est que maintenant, les Syriens peuvent parler, peuvent critiquer, ce qu'ils ne pouvaient évidemment pas faire avant. Autrement, la toile de fond reste hélas un petit peu la même, y compris d'ailleurs sur je dirais, le contrôle qu'exerce Ahmed al-Shara, on en reparlera, probablement à peu près 30% du territoire syrien. Il y a des défis colossaux, des défis économiques. L'économie est dans une situation exsangue, après 13 ans de guerre, et puis des défis aussi, je dirais, en matière de construction d'une Syrie unie, puisqu'au printemps, il y a eu des massacres contre les Alaouites, l'été contre les Druzes, et qu'il y a des tentations sécessionnistes. Hein. Il y a les Kurdes aussi au nord, donc voilà, tout cela fait que Ahmed al-Shara est devant un défi colossal, mais il a réussi. Moi, ce qui est frappant, c'est qu'il a réussi à avoir une image extraordinaire à l'étranger. Vous avez vu Donald Trump qui lui passe du parfum, qui lui envoie un message en disant « Ahmed, you are a great guy et l'Amérique vous soutiendra ». Il est reçu à l'Élysée. Tous les pays occidentaux le soutiennent. Mais à l'intérieur, évidemment, c'est un peu plus compliqué pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. Mais il faut souhaiter que, il arrive à réussir à recoller les morceaux, mais ça va pas être facile. Oui, alors je me rappelle d'une question qu'on a souvent mis en avant quand on discutait de ce sujet-là, c'est faire avec la base très radicale d'Ahmed al-Shara. Est-ce que, par rapport à ça, ça a évolué? Non, ça n'a pas vraiment évolué parce qu'il n'a pas les moyens encore, je dirais, en termes de ressources humaines, de soumettre ces radicaux djihadistes qui le marquent, je dirais, très près. Et donc, il avance très lentement. Et l'agent du Liban ou le ministère de la Défense libanais me disait qu'ils sont plaints, il y a quelques mois, que lorsque Ahmed al-Shara donnait des ordres à ses hommes sur le terrain, à la frontière syro-libanaise, ces ordres mettaient 6-7 heures avant d'être exécutés. Donc ça veut dire qu'il y a encore un grand décalage entre l'ordre donné en haut et l'exécution en bas, parce qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas la capacité en termes de, je dirais, humaine. C'est son principal défi. Il a bien essayé d'unifier les groupes armés, mais vous avez vu, les Druzes font bon à part, les Kurdes sont en négociation et pour l'instant ça n'a pas abouti. Les Alaouites sont marginalisés. Donc voilà, ça c'est un de ses principaux défis, c'est de construire une armée digne de ce nom. C'est pour ça d'ailleurs, je révèle dans mon article que Tom Barak, l'émissaire de Donald Trump pour la Syrie, a contacté le général Manaftlas, qui est un ancien proche de Bachar el-Assad, qui est à Paris depuis 2012, sunnite, et dont le père était ministre de la Défense, peut-être pour essayer de reconstruire une armée syrienne digne de ce nom, qui pourrait, dans laquelle les autres composantes qui aujourd'hui sont marginalisées, Kurdes, Druzes, et Alaouites, pourraient se reconnaître, mais on en est encore très loin. Les Américains qui soutiennent fortement. Fortement. Ah non, vous avez vu, c'est ce qui est extraordinaire, c'est la romance entre Donald Trump et Ahmed al-Shara, qui a quand même un passé de djihadiste. Vous avez vu, c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, je révèle dans mon article que l'amiral Brad Cooper, le patron du CENTCOM américain, qu'on voit jouer au basket parfois avec Ahmed al-Shara, parce que leur communication est très affûtée, a révélé à des interlocuteurs libanais qu'ils avaient autour de lui des hommes pour le protéger, parce qu'il est, encore une fois, il est menacé. Donc les Américains le soutiennent à bout de bras, mais c'est un soutien qui aussi est parfois un petit peu lourd à porter, parce que ça veut dire qu'il devra faire un petit peu ce que les Américains souhaitent qu'il fasse, en particulier dans sa relation avec Israël, comme vous le savez, qui depuis un an frappe quasiment quotidiennement, alors que la menace n'est pas très grande de la part de ce monsieur dont l'armée n'existe pas. Donc non, il y a un soutien massif des Américains en termes de politique, en termes de communication.
Mais encore une fois, il y a un soutien, mais toutes les sanctions ne sont pas levées. Ses alliés du Golfe, en particulier les plus proches, que sont les Saoudiens et les Qatariens, n'ont pas encore desserré les cordons de la bourse pour aller investir massivement. Ils ont encouragé les investisseurs privés à y aller. Donc, si vous voulez, ils se retrouvent face à une situation économique quand même assez catastrophique, avec un prix de l'électricité, par exemple, qui a été multiplié par 60 très récemment. Et donc, il n'y a pas d'investisseurs, parce que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles lois sur les investissements, il n'y a pas de parlement. Le problème d'Ahmed al-Shara, c'est que, je pense que ça n'est plus un djihadiste, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas partager le pouvoir. Et donc, il considère qu'au cours de ces 4 années là, avant des élections, eh bien, lui veut prendre en main toutes les institutions de l'État pour les contrôler et pour justement construire autour de lui un État. Les élections qui ont eu lieu en octobre du Parlement, mais ce sont des élections qui étaient décevantes. Il y avait seul un collège électoral pouvait désigner 140 membres. Il doit en désigner 70 autres. Donc, tout ça ne fait pas encore très sérieux. Alors, il faut lui laisser du temps, parce qu'il y a quand même qu'un an, justement, après le 54 ans de dictature des Assad. Il faut lui laisser du temps. Il bénéficie, je dirais, d'une complaisance de la part de la communauté internationale. La France, comme les autres, refuse de le critiquer publiquement. Et voilà, il faut lui laisser du temps. Mais ces défis sont colossaux, encore une fois, quoi. Oui, et on le comprend bien. Vous disiez, alors juste avant qu'on parle de la situation économique, peut-être parce qu'il y a un homme qu'on a vu aussi sur ces images. Il y a Donald Trump, bien sûr, mais aussi Vladimir Poutine. Qui apparaît, il se rapproche aussi de Vladimir Poutine. La Russie a des liens très, très anciens. Voilà, Ahmed al-Shara a une diplomatie zéro ennemi. Donc on sait maintenant que quelques jours avant la chute de Damas, Shibani, son ministre des Affaires étrangères, et lui-même ont pris contact avec les Russes pour dire, écoutez, Damas va tomber, mais c'est pas forcément contre vous. Vous savez que la Russie avait 2 bases, à Tartous et à Armémim, et au jour d'aujourd'hui, ces 2 bases sont maintenues, les contrats passés sont maintenus, et il y a effectivement entre eux, il y a la question de Bachar el-Assad qui est exilé, abrité par les Russes, mais la Russie même forme avec la Turquie et l'Arabie Saoudite un certain nombre de forces de sécurité. Donc la Russie a gardé une certaine influence en Syrie, et parce qu'Ahmed al-Shara, lui, d'une manière assez intelligente, a dit, moi je suis trop faible pour avoir des ennemis, y compris Israël, donc je ne veux aucun ennemi, et c'est vrai que c'est plutôt intelligent comme posture, et donc, y compris avec la Russie, il est allé à Moscou, et c'est un partenaire, je dirais, comme les autres aujourd'hui, alors que effectivement avant ce n'était pas le cas. Alors on a parlé de la Russie. Alors ça c'est les images qui datent d'hier pour célébrer ces 1 an de la chute de Bachar el-Assad. 90% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en Syrie. C'est-à-dire que ça va mettre énormément de temps à se régler si ça se règle. Voilà. Alors 90%, le ministre de l'économie me disait que c'était 60 maintenant, qu'il y avait une petite amélioration. Mais voilà, le défi est colossal parce que l'économie est exsangue. Sanctionné pendant 15 ans, même plus, parce qu'avant il y avait déjà des sanctions. Toutes ces sanctions ne sont pas levées. Et en plus, je vous dis, il n'y a pas d'investissement encore. Il y a eu des promesses, il y a eu ce qu'on appelle des Memorandum of Understanding de la part des Saoudiens, des Qatariens, mais il n'y a pas encore. Je voyais un ministre qui me disait, le MEDEF est venu, une grosse délégation, mais on n'a pas de concrétisation parce qu'il n'y a pas encore de cadre juridique, puisqu'il n'y a pas de parlement, donc il n'y a pas de loi sur les investissements. Alors ils ont promulgué des décrets, tout ça, mais ça met du temps. Et pendant ce temps-là, effectivement, il y a une certaine impatience de la part de nombreux Syriens qui voient que leur vie au quotidien ne s'améliore pas forcément, qui voient aussi que M. Ahmed al-Shara n'est pas un démocrate. Beaucoup ont fait la révolution pensant, peut-être un peu avec naïveté, que la Syrie allait devenir une démocratie. Ça n'est pas du tout le cas. Donc voilà, il y a un petit peu de désillusion, mais je crois qu'il faut voir aussi le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide pour rester un peu optimiste. Et on se rappelle qu'en France, ce qui se passe en Syrie, la France a des liens très historiques avec la Syrie, mais il y a aussi la question des djihadistes sur place qui nous intéresse énormément. Oui, alors cette question, c'est un irritant, en tout cas une question sensible pour la France, pour l'Arabie Saoudite, pour la Chine, qui a beaucoup de Ouïghours, des Ouïghours qui font partie d'ailleurs de la garde rapprochée d'Ahmed al-Shara. Nous, on en avait, parce qu'on en a
envoyés en Irak qui étaient emprisonnés dans le nord-est chez les Kurdes, et on en a quand même une petite centaine au nord-ouest qui sont dans une espèce de semi-liberté que le pouvoir d'Ahmed al-Shara a essayé de contrer il y a un mois, vous vous souvenez, avec l'offensive contre le groupe de Omar Homsen, le niçois, et finalement ça s'est terminé par une espèce de statu quo, parce qu'il a appelé à la rescousse un certain nombre de djihadistes étrangers qui sont venus. Donc oui, c'est une question qui est très sensible. À chaque fois qu'on pose la question aux diplomates français, ils disent « Ah non, on ne peut rien vous dire », etc. Chara leur a dit en gros « Je ne vous les renvoie pas », d'ailleurs vous n'en voulez pas, hein. Je les garde à l'œil et on pourrait les naturaliser. Lorsque je l'ai interrogé en mai, lorsqu'il est venu voir Emmanuel Macron, je lui ai posé cette question et il m'a dit on pourrait les naturaliser, faire en sorte qu'ils deviennent syriens après, qu'ils se marient avec des syriennes. Un certain nombre d'entre eux sont déjà mariés, mais voilà, donc je pense qu'il veut les intégrer, mais il en a intégré quelques milliers, notamment des Ouïghours dans l'armée. Ça n'a pas vraiment plu aux autres Syriens parce que c'est pas des gens qu'ils aimeraient fréquenter, donc. C'est aussi un challenge, un défi qu'il va devoir surmonter. Est-ce que le futur d'Ahmed Chara va justement, tout ce qui va se jouer, ça va être, encore une fois, d'arriver à trouver le bon équilibre entre son peuple et ses alliés? Oui, je pense que son principal défi en 2026, ça va être d'essayer de limiter au maximum le degré de décentralisation que les Américains vont lui imposer. Lorsque j'ai vu Tom Barak à Sharm el-Sheikh il y a 1 mois et demi pour le sommet de la paix organisé par Donald Trump, j'ai posé la question, j'ai dit vers où va la Syrie? État unitaire ou État décentralisé? Il m'a dit non, décentralisation. Et voilà, alors après tout dépend le degré de cette décentralisation, mais Ahmed al-Shara n'arrivera pas, compte tenu des faiblesses qui sont les siennes aujourd'hui, à et des drames qui ont eu lieu, des massacres contre les Alaouites et contre les Druzes, à reconstituer un tissu syrien rassemblant ces communautés. Donc, il faudra qu'avec les Kurdes, il y a il y a des négociations, mais qui n'aboutissent pas. Les Kurdes ont le pétrole, ils veulent négocier ça. Avec les Druzes aussi, Israël pousse derrière pour qu'ils aient une certaine autonomie. Les Alaouites sont un peu plus dans une situation difficile. Donc je pense que le vrai des défis en 2026 pour Ahmed al-Shara, de trouver des relations avec ces communautés, ces minorités, de telle sorte que lui garde le pouvoir, qu'il y ait un pouvoir central qui s'affermisse, tout en donnant une certaine dose d'autonomie, de décentralisation à ces minorités qui aujourd'hui sont clairement, en tout cas en grande partie, dans une espèce de semi-sécession, ce qui est très difficile quand on veut construire un État. Un pays et rassembler tout le monde. Merci beaucoup, Georges Balbruyon, en tout cas d'avoir été avec nous pour nous parler de ce sujet. Je rappelle votre article très fouillé à retrouver, comment en 1 an, l'ancien djihadiste Ahmed al-Shara a imposé son pouvoir autocratique sur la Syrie. C'est retrouvé sur le site du Figaro et bien sûr dans notre journal ce matin. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée.